Hola, c'est Stéphie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment profiter lorsque tu la découvres. Aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique un peu différente. Je suis d'origine bretonne et j'ai été bercée par les histoires de fées et corrigans. Du coup, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'adore les légendes. Tout type de légende et j'ai de la chance car Séville est non seulement une ville dont l'histoire avec un grand H est absolument fascinante, mais aussi une source sans fin de légendes, histoires et anecdotes intéressantes et ou amusantes. Du coup, je te proposerai régulièrement des vidéos de mes légendes préférées de Séville et puis c'est aussi un clin d'œil que je fais à une de mes nièces qui me parle encore des histoires que je lui racontais lorsqu'elle était petite. Et on commence aujourd'hui. Allez, c'est parti! Pour cette première édition, je vais te présenter la légende du trésor du Carambolo. Alors, on raconte que les premiers habitants du territoire andalou, les plus vieux ancêtres des actuels résidents de l'Andalousie, étaient les Tartessos, que certains historiens appellent aussi Turdetanos, qui viendrait du Turdetan. Pour sa dernière syllabe, temps, la même que portent des pays comme Pakistan ou Kurdistan, indiquerait une provenance orientale. Les Tartessos seraient donc nés dans le berceau d'une civilisation eurasique. Il semble que les Tartessos, à leur arrivée sur la péninsule, furent les premiers à exploiter les mines de cuivre de Tarsis, qui est de nos jours Huelva. À l'arrivée des Phéniciens, un petit peu plus tard, ils installèrent entre autres un comptoir commercial à Hispalis, l'ancien nom de Séville. Les Tartessos vivaient en bonne intelligence avec ceux-ci grâce à des traités commerciaux. Les Tartessos apportaient au marché phénicien des peaux d'animaux sauvages. Il faut dire qu'à cette époque, les tigres et les lions peuplaient encore la péninsule ibérique. Et puis ils apportaient aussi des cuirs de taureau, ainsi que le cuivre de Tarsis, le pourpre ou la teinte des tissus extraits des escargots de Murisque que l'on trouvait sur la côte atlantique. L'exportation de tous ces produits à de nombreux pays apporta à la région andalouse un grand confort économique. Ainsi, les anciennes habitations type cavernes, huttes en bambou et feuillage firent place à des maisons en pierre ou briques blanchies, d'abord au calcaire. Des villes commençaient à se former et les habitants enrichis par leur travail s'habillaient et s'ornaient richement. Mais les Phéniciens, quand ils furent sûrs de leur domination commerciale, décidèrent d'abuser des Tartessos et de les exploiter. Ils commencèrent à réduire la demande des produits afin de réduire leur valeur et les obtenir pour beaucoup moins cher, ce qui plongea les Tartessos dans la misère et la faim. Le roi Tartessos de l'époque était le célèbre Argantonio, qui avait un fils appelé Terion. Argantonio se présenta aux Phéniciens pour leur expliquer que la baisse des prix provoquait la famine de son peuple et que si les Phéniciens s'obstinaient à ne pas payer davantage les produits, ils seraient dans l'obligation de rompre les traités commerciaux qui attribuaient le monopole aux Phéniciens et qu'ils chercheraient d'autres acheteurs directs. Ils supprimeraient le comptoir commercial des Phéniciens et les expulseraient du pays. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, Argantonio somma les Phéniciens d'abandonner la péninsule, ce que bien sûr les Phéniciens refusèrent. Le conflit armé était devenu inévitable. Argantonio décida d'attaquer simultanément les deux principaux comptoirs phéniciens qui étaient Gadir, aujourd'hui Cadix, et Hispalis, c'est-à-dire Séville, divisant en deux son armée. Une moitié étant dirigée par son fils et l'autre par lui-même. Depuis la ville des Tartessos, située en bord de marais, les deux bataillons partirent, précédés par l'agile cavalerie, et affichaient ses écussons représentant les têtes de taureau, son animal totem sacré. Les Phéniciens, de leur côté, n'avaient pas négligé la situation. Ils réunirent à Cadix et à Séville leur impressionnante flotte et décidèrent une manœuvre audacieuse, c'est-à-dire attaquer par surprise la cité de Tartessos, laissée sans défense suite au départ de l'armée de Argantonio. Petite parenthèse, il faut penser qu'à l'époque, le cours du Guadalquivir n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. En effet, grande partie de ce qui forme aujourd'hui le parc national de Doñana était recouvert d'eau. À la faveur de la nuit, les bateaux phéniciens débarquèrent à proximité de Tartessos. En réalité, les Phéniciens ne souhaitaient pas conquérir la ville, mais purement et simplement la détruire, et ce, le plus rapidement possible. Il n'y eut même pas d'assaut, juste un incendie terrible. Les Phéniciens, avec des flèches enflammées, lancèrent des salves sur les toits Tartessos, et très vite, la ville entière se retrouva en flammes. Alors les habitants anciens
humains, femmes et enfants, qui étaient les seuls à être restés, essayèrent de fuir, mais les Phéniciens les récibirent aux portes de la muraille à coups d'épée et de lance. Le sang coula à flot et c'est ainsi que périrent tous les habitants de la capitale d'Argantonio. À quelques lieues de là, le bataillon d'Argantonio vit le ciel s'illuminer par la ferveur des flammes et dans un élan désespéré, il essaya de revenir pour sauver la ville. La différence de vitesse entre les cavaliers fantassins plus la fatigue de la double journée de marche firent que le bataillon de Tartessos se désorganisa complètement. Arrivant à proximité de Tartessos, le bataillon n'était plus qu'une multitude anxieuse qui découvrit, impuissant et horrifié, comment le feu ravageait les maisons et les corps de leurs familles. Les Phéniciens profitèrent de cette désorganisation et de la fatigue et du désespoir de leurs ennemis pour leur tomber dessus à bras raccourcis. Les Tartessos, impuissants à résister devant l'attaque violente et décimés par l'avalanche de flèches rapides, se dispersèrent dans le marais et furent chassés comme de la vermine par les archers phéniciens. Quelques heures plus tard, tout avait terminé. Argantonio et son incroyable bataillon avaient péri jusqu'au dernier, ou presque. Seul un fugitif parvint à échapper à cette boucherie et à fuir en direction de Séville pour prévenir Thérion de ce qu'il s'était passé. Et entre cris et sanglots, il put lui donner la terrible nouvelle. « Ton père Argantonio est mort, son bataillon a été anéanti, la ville incendiée, ses habitants assassinés. Tu es à présent roi de Tartessos, mais ton peuple n'est plus que ce bataillon qu'il te reste. La seule chose sauvée sont les insignes royales qu'il déposa au pied de Thérion, un linge dans lequel se trouvaient les bracelets et le collier du roi Tartessos. Thérion resta un moment en silence, saisi par l'effroi et la douleur, mais rapidement il récupéra sa férocité, mit la parure royale et cria « Vengeance, vengeance, à l'assaut d'Hispalis !» La troupe se remit en marche en direction de Séville, mais la rage et la douleur ne voilaient pas son esprit. Il savait que pour vaincre les Phéniciens, il devait faire preuve de beaucoup d'astuce et de beaucoup de courage. Ainsi, lorsqu'il arriva à hauteur d'un village que l'on appelle aujourd'hui Castilleja de la Cuesta, il ordonna d'installer le campement dans l'épaisseur des forêts de Mélèze qui à l'époque remplissaient les alentours de Séville. Son idée était d'attendre le retour des navires phéniciens à Hispalis et profiter du moment de repos des guerriers pour attaquer. En effet, durant la nuit, les centaines de bateaux qui avaient transporté les troupes entrèrent dans le port. Les Phéniciens arrivaient heureux, criaient de joie, célébrant leur victoire après avoir détruit la capitale des Tartessos. Peu après, ils s'abandonnèrent au sommeil et ce fut le moment idéal pour attaquer. Thérion attendit l'aube car il considéra que c'était le meilleur moment pour surprendre ses ennemis. Avant d'attaquer, il voulut prendre une décision politique grave. Argantonio mort, il s'était converti lui-même en roi des Tartessos, mais sa femme et ses enfants assassinés, il n'y avait plus de successeur à qui laisser les insignes royales à garder. Les coutumes des guerriers Tartessos exigeaient que les rois n'entrent pas en bataille en portant les bracelets et le collier sacré. Cela évitait une éventuelle perte. Traditionnellement, lorsqu'un roi partait en bataille, c'était la reine qui se chargeait de garder la parure royale et de diriger le peuple pendant son absence. Mais Thérion non seulement n'avait plus de reine, mais il ne restait pas une seule femme vivante après la destruction de leur vie. Thérion s'agenouilla pour prier les dieux, puis il prit une cruche en argile de celle que les soldats utilisaient pour atténuer la soif durant la marche et s'éloigna quelques pas en silence. N'ayant personne pour garder les bijoux, il les enterra dans un coin du terrain, les recouvrant de pierres pour les retrouver après la bataille. Peu après, il revint au campement et harangua les guerriers. Incendier les bateaux pour qu'aucun Phénicien ne puisse s'échapper, mais respecter les femmes. Nous avons besoin de femmes pour reconstruire le peuple Tartessos. Il lança ses hommes dans la bataille. Les Phéniciens, pris par surprise dans leur sommeil, n'eurent pas le temps de se défendre et moururent tous pendant que l'énorme flotte brûlait sur les eaux du Guadalquivir. Mais Thérion ne put jamais récupérer sa parure royale, ni reconstruire la cité de Tartessos. En effet, durant l'assaut de Séville, une flèche lui avait ôté la vie, sans qu'il ne puisse confier à qui que ce soit l'endroit où se trouvait le fameux trésor. Exterminés, les Phéniciens d'Hispalis, le bataillon de Tartessos victorieux se dirigea vers Gadir, qui fut également conquise. Vint une longue période de 300 ans, durant laquelle les Tartessos purent profiter d'une paix complète. L'agriculture, l'élevage et le minerai furent de nouveau florissants sans que les Tartessos n'eurent à dépendre d'aucun autre
autres peuples. L'historien Estrabon affirme que lorsque les Grecs arrivèrent en Espagne, ils rencontrèrent un peuple Tartessos avec un haut niveau de culture et que les lois s'écrivaient en vers pour que les jeunes puissent les retenir par cœur. Ce fut seulement le 30 septembre 1956, lorsque des ouvriers creusèrent sur la colline du Carambolo, à mi-chemin entre Séville et Castilleja de la Cuesta, dans la municipalité de Camas, afin de construire une tranchée pour installer des caissons d'instant de tir, qui trouvèrent dans un coin une cruche d'argile. En la cassant, ils découvrirent les bijoux qui composent ce que l'on appelle aujourd'hui le trésor du Carambolo. Celui-ci a été exposé à plusieurs occasions dans le musée de l'archéologie de Séville, situé dans le parc de Maria Luisa, même si la plupart du temps, c'est une copie qui s'y trouve, l'original étant gardé dans le coffre-fort d'une banque. Pour information, il s'agit d'un musée assez intéressant dont l'entrée est gratuite pour les membres de l'Union européenne en présentant une pièce d'identité. Quant à la légende, elle ne reste qu'une légende. En effet, après des dizaines d'années de recherche, la théorie de ce trésor comme parure royale a été écartée. De nos jours, on envisage plutôt la théorie d'une parure de sacerdote, mais sans aucune certitude absolue. Quant à la ville même de Tartessos, beaucoup de théories s'affrontent concernant son existence ou son emplacement même. L'une d'elles étant qu'en fait, il s'agissait de la mystérieuse cité de l'Atlantide. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, laisser un petit commentaire pour me dire si cette thématique t'a plu et que tu voudrais en voir plus de ce genre. Et abonne-toi pour découvrir plein d'autres vidéos sur l'Espagne, comment on y vit et comment on la découvre. Tu peux également partager cette vidéo, me suivre sur Instagram. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Hasta luego!